Eh bien bonjour, c'est encore moi. Aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre 2025. C'est vendredi. Bon vendredi à tous. Et ce que vous voyez au début est en réalité la ville de Loutsk, située dans l'ouest de l'Ukraine. Et ce n'est qu'une des villes où les objectifs militaires, pour ainsi dire, les sites et installations, ont été attaqués par les Russes. Comme cela a déjà été répété à de nombreuses reprises, les Russes peuvent envoyer jusqu'à 600 drones Guéran par jour, si nécessaire. Et c'est ce qui se passe à l'instant même, accompagné de toutes sortes d'autres missiles de croisière, de missiles de ce type, ainsi que de missiles balistiques comme l'Iskander-M, qui a une portée supérieure à 1000 km. Et, comme vous pouvez le constater vous-même, il n'y a en réalité aucun travail de défense antiaérienne par missile, car il n'y en a plus. Tout a été complètement supprimé, annihilé. Et la seule chose qu'ils ont pu faire après avoir collecté pratiquement tout ce qu'ils pouvaient, non seulement dans les anciens pays du pacte de Varsovie ou du traité de Varsovie, mais aussi dans les pays de l'OTAN. Je parle des anciens pays membres de l'OTAN, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, ainsi que toutes sortes de systèmes de défense antiaérienne qui ont également été détruits. Tous ces Patriots, PAC-3, Iris-T, S-300 et d'autres systèmes de ce genre, eh bien, ils sont pas si efficaces pour se défendre face à une véritable armée sérieuse comme l'armée russe. J'oserais même dire, aujourd'hui, au risque de paraître audacieux, que c'est la meilleure armée du monde à l'heure actuelle et de loin. Mais voilà ce qui se passe. La seule chose que vous pouvez voir fonctionner, c'est l'artillerie anti-aérienne, la AAA. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Ce n'est pas bon, même. Lorsqu'elle est contrôlée par radar, vous pouvez avoir de la chance, évidemment, en essayant de suivre, de détecter, de cibler et de trouver une solution de tir contre les drones Guéran qui sont, eh bien, essentiellement fabriqués en matériaux composites, en fibre de carbone et d'autres choses de ce genre, comme de la fibre de verre. Cela les rend bien plus difficiles à détecter. Et je ne parle même pas des missiles furtifs et redoutables comme les 314 calibres ou les Kh-101 et autres engins de ce genre. Donc, oui, c'est pas bon. Vous pouvez sûrement avoir de la chance et en abattre un ou deux, mais vous ne serez jamais assez chanceux pour pouvoir abattre avec la AAA des missiles de croisière. Et il y en a énormément dans l'arsenal russe. En réalité, bien plus que tout ce que peut produire l'OTAN réunie. Les Russes en produisent un ordre de grandeur supérieur. Je l'ai déjà expliqué auparavant. Donc, nous allons évidemment commencer par cela. Hier, M. Poutine, parlant au forum économique de l'Extrême-Orient, qui est, soit dit en passant, un énorme événement, et, comme toujours, il passera inaperçu, comme le dit mon bon ami Arena Alnes, le rédacteur en chef de The Real News. Les médias l'ignoreront totalement, ils ne remarqueront même pas l'ampleur de ces événements économiques. Eh bien, Vladimir Poutine s'est exprimé sur l'opération militaire spéciale, sur le sort de l'Ukraine et de l'OTAN. Et tout cela concernait cette prétendue invitation, qui n'en était pas vraiment une, mais Vladimir Poutine a déclaré, s'il est prêt, Zelensky bien sûr, qu'il vienne à Moscou. Voici donc ce qui a été déclaré par Vladimir Poutine, presque mot pour mot. Et regardez, c'est directement de The Real News et directement de la bouche de l'homme lui-même. Il sera presque impossible de s'entendre sur des questions clés avec la partie ukrainienne, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Ce sera presque impossible, même s'il existe une volonté politique, a ajouté le chef de l'État lors de la session plénière ce n'est pas le forum économique mondial, mais en fait le forum économique de l'Extrême-Orient. Peu importe, on ne peut pas être plus clair, n'est-ce pas? Absolument. Et c'est pourquoi ce soi-disant appel n'était pas une véritable invitation. Car tout le monde comprend que Zelensky ne fera jamais, et cela, parce qu'il serait tué. Il serait tué soit par les Britanniques, soit par ses curateurs nazis à Kiev. Puis vient cette autre déclaration de M. Poutine. La Russie considérera toutes les troupes
présentent en Ukraine comme des cibles légitimes, non pas pour une simple défaite, mais pour des frappes. Ce qui signifie, oui, que les Russes élimineront simplement ces troupes. Et cela a déclenché une hystérie dans les médias de masse. Je dois féliciter RT dans ce cas précis. Même si, d'ordinaire, je garde mes distances avec eux car ils ont fait du bon travail. Ils ont expliqué correctement ce que Poutine a dit, à savoir que ce n'était rien de nouveau. Il n'y aura pas de troupes étrangères car elles seraient toutes éliminées, sans exception. En réalité, ce que Poutine a dit, et RT l'a rappelé, ce sont des propos qu'il a déjà répétés à maintes reprises. Ces remarques ont tracé une ligne claire entre deux situations. Et il a affirmé, si certaines troupes apparaissent en Ukraine, surtout maintenant pendant les opérations militaires, nous partons du principe qu'elles seront des cibles légitimes pour leur destruction. Et il a ajouté, à propos des soi-disant forces de maintien de la paix, si des décisions sont prises qui mènent à la paix, à une paix durable, alors je ne vois absolument aucun intérêt à leur présence sur le territoire de l'Ukraine. Point final. Absolument. Il n'y aura pas de force de maintien de la paix. Il n'y en aura pas besoin. Car comme l'ont déjà déclaré Vladimir Poutine et tous les principaux responsables russes, si la voie diplomatique n'est pas choisie, les objectifs seront atteints par la force militaire, d'une manière ou d'une autre, comme Poutine l'a répété hier au Forum économique de l'Extrême-Orient, il y a tout simplement aucun terrain d'entente possible avec ces gens-là. Voilà l'explication. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous répétons depuis longtemps. Moi, Daniel Davis, Doug McGregor, Scott Ritter, Larry Johnson, Alistair Crook et bien d'autres, encore tous ceux qui observent cette situation depuis des années, nous l'avons dit clairement, le régime actuel de Kiev disparaîtra, il sera annihilé. Et après cela, peu importe ce qui se passera ensuite, vous vous souvenez aussi de l'hystérie autour de cette carte derrière le général Valery Gerasimov, qui montrait, bien sûr j'en avais parlé la dernière fois, vous pouvez le constater vous-même, il y a désormais une agitation autour de cette carte, mais oui, la Russie n'est pas obligée de tout prendre immédiatement par la force. Peut-elle le faire? Oui, sûrement, mais pourquoi les Russes gâcheraient-ils la vie de leurs soldats pour atteindre un objectif? Et bien important. Je veux dire, pourquoi agir ainsi alors qu'on peut le faire absolument par voie politique, en attendant que le front s'effondre, tout en continuant à réduire ce qui reste des forces. Armée ukrainienne, et maintenant M. Poutine lui-même en parle, tout le monde en parle. Les réserves sont quasiment épuisées. Et ce que font les Russes, ce qu'a déclaré M. Poutine, encore une fois, c'est qu'ils mènent des opérations offensives pratiquement sur toute la longueur du front. Et cela signifie quoi? Étendre ce qui reste là, point bas. Et ce qu'ils font, c'est que, peu importe les forces armées ukrainiennes qui sont essentiellement l'OTAN, ils déplacent simplement ce qui reste le long de la ligne de front, essayant de colmater tous les trous. Et si vous regardez le bilan, pour hier, le 4 septembre, vous pouvez constater, vous-même, la dynamique des pertes des forces armées ukrainiennes, eh bien, essentiellement les supplétifs de l'OTAN qui restent la même, c'est environ 1400, tués par jour de leur côté. Et comme je l'ai déjà indiqué, au final, le nombre probable de tués de côté ukrainien, sans compter les dizaines de milliers de volontaires confirmés, atteindra 2 200 000 à 2 500 000 morts et disparus. Et là, si vous multipliez par 2, vous obtenez 5 millions de personnes souffrant de stress. Post-traumatique, blessées, je veux dire, mutilées et complètement exclues de la vie civile. Normal. Ajoutez à cela, c'est 5 millions plus 7 500 000 victimes supplémentaires. Eh bien, bonjour mes amis, nous atteignons des niveaux proches de ceux de la Première Guerre mondiale. Et c'était un crime de guerre, et c'était la planification de guerre, réalisée par l'OTAN. Cela vous dit tout sur le prétendu niveau professionnel. Pardon, que constate-t-on? Si nous allons à Konstantinovka aujourd'hui, vous pouvez constater vous-même ce qui se passe maintenant. Et encore une fois, voici le schéma, c'est celui d'hier, en réalité. Et n'oubliez pas, ces cartes accusent un retard d'environ 72, parfois 96 heures par rapport à la situation réelle sur le terrain. Et encore une fois, Netailo montre de façon humoristique russe la contre-attaque des forces ukrainiennes qui finissent dans le chaudron et l'anéantissement. Et voilà, elle tentait de contenir la vague russe vers Konstantinovka, où les Russes sont désormais, eh bien,
essentiellement à Konstantinovka. Et les lignes rouges que je vous montre représentent ce que les Russes continueront à faire. Ils aplanissent la ligne de front. C'est la stratégie de front large, essentiellement. Et oui, les Russes attaquent ce qui reste des forces armées ukrainiennes sur toute la longueur du front. Et comme l'a indiqué Monsieur Gerasimov, l'automne sera consacré principalement à des opérations offensives. Nous pouvons ensuite évoquer nos bons amis Marat Khairoulin et le colonel Pavlov. Il s'agit du segment sud, ou opérationnel, si vous préférez, du secteur sud de l'axe opérationnel Besk. Et comme vous pouvez le constater vous-même, tout est actif. Tout se déplace vers l'ouest. Et, ceci date d'hier, encore une fois, au final, que constate-t-on? Eh bien, nous avons la situation où les États-Unis, pour une raison quelconque, décident maintenant de s'impliquer. Oh oui, les États-Unis vont réduire leur financement, les États-Unis vont réduire certains fonds de sécurité pour les pays européens frontaliers de la Russie. Cette décision intervient alors que Washington pousse les alliés de l'OTAN à financer davantage leur propre défense. C'est une situation très intéressante et permettez-moi de vous présenter quelque chose avec lequel je ne suis pas totalement d'accord, mais Monsieur Dmitriev, président du fonds d'investissement stratégique russe, qui, soit dit en passant, a extrêmement bien performé, n'est pas vraiment un haut responsable du gouvernement, mais il a été utilisé pour son expertise et sa connaissance de M. Vitkovski par Vladimir Poutine et son administration comme interlocuteur principal. Depuis lors, Monsieur Dmitriev, grâce à son rôle crucial dans le maintien des contacts avec Monsieur Ditkovski et le côté américain pour les négociations, y compris sur les questions économiques, a publié ceci, sur son X. On pourrait se demander ce que c'est que ça. Oui, est-ce un plan? Et cela a été rapporté par l'agence de presse TASS. Voici donc Dmitriev. Est-ce la nouvelle configuration du monde? Je maintiens que les États-Unis restent une grande puissance. C'est pas une hyperpuissance, c'est une superpuissance. Mais parmi les autres grandes puissances émergentes, et oui, si les États-Unis veulent prendre cette place, très bien. L'Europe, en revanche, est dépassée. Et cela représente assez bien ce qui se passe dans la géopolitique globale. Et évidemment, les Européens paniquent. Que voulez-vous qu'ils fassent? Bien sûr qu'ils devraient, car l'Europe est progressivement écartée de ce monde, pour, ainsi dire, nouvelle configuration, si vous voulez. C'est pas encore complet, mais c'est déjà là, nous vivons dedans. Et ensuite, il y a ce bizarre épisode, Monsieur Trump, je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, va sur Truth Social et se plaint encore, après que Inde a dit aux États-Unis d'aller se faire voir, qu'elle continuera à acheter de l'énergie russe, bien sûr. Et Monsieur Trump déplore, il semble que nous ayons perdu l'Inde et la Russie au profit de la Chine la plus profonde et la plus obscure. Puissent-ils avoir un avenir long et prospère ensemble? En réalité, oui, Monsieur Trump, c'est un très bon souhait. Et pour ce qui est de Monsieur Dmitriev, je ne sais pas d'où il tient ce dessin, mais oui, bien sûr, les États-Unis sont les bienvenus pour participer. C'est tout l'intérêt. C'est le privilège des grandes puissances. Et je suis désolé, les amis, mais c'est ainsi. C'est ainsi que le monde a fonctionné, fonctionne et continuera de fonctionner. Car les grandes puissances, surtout les plus importantes, vivent dans une autre dimension. Elles ont d'autres responsabilités, produisent d'autres choses. Le reste du monde, évidemment, est libre de choisir son chemin, mais il se tournera toujours, logiquement, vers ces grandes puissances. C'est inévitable, c'est simple physique. Oubliez la géopolitique, c'est la physique, c'est la gravité, les lois de Newton et ainsi de suite. C'est comme ça. Et donc ce que nous avons maintenant, grâce à cela, c'est que Vladimir Poutine prend de nouveau la parole au Forum économique de l'Extrême-Orient, et voici pourquoi je parle sans cesse de l'Arctique, de l'Alaska et de tout le reste. Et regardez ceci, parlons-en. C'est aujourd'hui, et Vladimir Poutine déclare: nous avons de bonnes propositions pour collaborer avec des entreprises des États-Unis en Alaska. De plus, il y a des ressources là. Et vous vous souvenez que je vous ai montré ces ressources gigantesques, en réalité, surtout dans l'Arctique, qu'il faut développer. Et en plus, il y a des ressources et nous possédons des technologies de production et de liquéfaction du gaz bien plus efficaces que celles de nos partenaires américains, a déclaré Poutine lors de la session plénière
du Forum économique de l'Extrême-Orient qui se tient à Vladivostok. Et vous vous souvenez de la carte, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cette carte? Et c'est aussi ce dont je parle sans arrêt, pourquoi cette technologie est meilleure que la liquéfaction américaine. Eh bien, c'est simple. Tout d'abord, il faut des brise-glaces puissants que les États-Unis ne possèdent pas. Ensuite, les Russes disposent de technologies avancées, d'origine nationale, adaptées à l'Arctique. Et voici l'astuce, voici la technologie, voici le vrai high-tech. Il faut liquéfier le gaz et le maintenir à 162 degrés C. C'est une température très basse. Et devinez quoi? Les États-Unis liquéfient le gaz, mais dans des conditions climatiques à environ 20 degrés C ou 72 degrés Fahrenheit et plus. Cela impose évidemment ses propres limites. Mais quand vous liquéfiez le gaz à 20 degrés C ou disons environ 15 degrés, vous avez soudainement des exigences moins strictes, toujours strictes mais moins exigeantes pour réaliser cette liquéfaction. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est l'infrastructure. Et les Russes n'ont aucun égal au monde pour construire cette infrastructure. Je vous ai montré le port de Sabeta et le gigantesque complexe qui s'y trouve. Les Russes peuvent le faire en Alaska, en partenariat avec des entreprises américaines. Et devinez quoi? Ils pourront exploiter cette immense richesse qui s'y trouve. Puis M. Trump intervient et il souhaite à tout le monde, vous savez, bonne existence, bonne chance et autres formules du genre. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis ont toujours été invités et les Russes ont toujours été ouverts à ce que les États-Unis changent d'approche, viennent discuter et, vous savez, faire des affaires. Mais que puis-je dire? On verra bien où tout cela mène. Mais quelque chose me dit que ça va quelque part. Pourquoi? Je ne sais pas. Disons juste que c'est un pressentiment. Il faut aussi garder à l'esprit l'administration classique de Trump, composée de forces contradictoires, un groupe de néoconservateurs, un groupe de Israël d'abord, et des personnalités comme Marco Rubio ou Monsieur Ratcliffe, qui, lorsqu'on parle de russophobie, la peur des Russes ne se contente pas de craindre, ils haïssent les Russes. Ce sont des gens actifs. Mais que puis-je dire? C'est à Monsieur Trump de décider de ce qui va se passer et quelque chose est en cours. Qui sait quoi? Ensuite, il y a ce problème. Et c'est un autre point. Ce que vous voyez ici est un événement que beaucoup de gens pourraient ne pas reconnaître comme important, mais il est colossal dans son importance. C'est le Sukhoi Superjet. Il est non peint et effectue son vol d'essai. Ce qui est important, c'est que ce Sukhoi Superjet est entièrement russe et en production en série. Les Russes commencent à produire en série les Superjets avec moteur PD8, toute l'avionique russe, les APU russes, et ainsi de suite. C'est un avion de série. Il faudra encore quelques mois pour compléter tous les tests. Comme d'habitude, dans tout processus de production sérieux, mais voilà, production en série, voilà à quoi ça ressemble. Finalement, il sera peint et les compagnies aériennes l'achèteront. Aeroflot est prête, plusieurs autres compagnies russes sont également prêtes à acheter, et les 26 premières coques sont déjà sur la ligne d'assemblage. Pourquoi est-ce important? Parce que certaines personnes, vous devez comprendre, m'écrivent constamment « André, peux-tu aller botter le derrière de ceux qui parlent de GS, militaire et de géopolitique ?» Et quand on examine ces personnes, sont vraiment des inconnus. Et surtout, pour une raison quelconque, des personnes issues de milieux très bizarres décident qu'elles peuvent commenter les questions militaires. Je comprends, mais il y en a beaucoup. 4, 20, 10, 9% des soi-disant experts sur YouTube ou dans la presse ne sont pas experts du tout. Ce sont des amateurs qui savent manier des sujets sensibles et utiliser les mots-clés importants pour se faire connaître, gagner de l'argent, et parfois juste par ambition. Mais ici, je veux insister, si vous voulez un retour à une description professionnelle, et je l'ai publié sur mon blog, je veux parler d'une information relayée par Business Insider. L'autre flanc nord de l'OTAN se dote de nouveaux navires de guerre pour traquer les sous-marins. Russes, d'accord, la guerre anti-sous-marine reste une tâche cruciale pour toute flotte. Certes, il parle de la Norvège, qui vient de conclure un contrat majeur de 5 milliards avec le Royaume-Uni pour acquérir de nouvelles frégates, Type 26 spécialisées en guerre, anti-sous-marine, opération clé dans l'Atlantique Nord. Problème, elle ne pourra plus l'accomplir.
Selon les responsables de l'OTAN, ce navire donnera à la Norvège et à l'Alliance un grand renfort de défense. Non, ils ne le feront pas. Mais l'allié de l'OTAN, la Norvège, achète malgré tout des navires de guerre avancés au Royaume-Uni dans le cadre de son plus grand contrat de défense. Certains disent que, riche selon les standards européens, la Norvège finance l'industrie navale britannique, ce qui est possible. Je suis entièrement d'accord, compte tenu de l'état pathétique et lamentable de l'économie britannique. Donc, comme je l'ai déjà dit, les responsables de l'OTAN affirment que cette décision renforcera fortement sa capacité à traquer les sous-marins ennemis dans l'Atlantique Nord. Qu'est-ce que la Type 26 ? Par exemple, le HMS Glasgow, c'est la première coque produite jusqu'à présent, et comme vous pouvez le voir, c'est une frégate, elle a environ 7000 tonnes de déplacement, et gardez à l'esprit son mât. Concentrez votre attention sur son mât, j'expliquerai plus tard. Sinon, c'est un navire assez esthétique, relativement beau. Les Britanniques peuvent produire ce type de navire. Voyons maintenant à quoi il est conçu. Voici l'explication de la frégate Type 26. Si vous consultez la Type 26, vous verrez sur le site Navy Lookout les Britanniques, site indépendant spécialisé dans les nouvelles et analyses de la Royal Navy, crédible le schéma de la Type 26. 8 navires sont prévus, mais il n'y a qu'une seule coque pour l'instant, en termes d'armement, en dehors du radar, sonar et autres systèmes, et des hélicoptères et UAV. Anti-sous-marin, il y a quoi? Des systèmes de lancement vertical, Mach 40, et un strike. Length de 24 cellules américains, mais on peut y mettre presque tout ce que l'OTAN, et des systèmes de lancement vertical, 6 Septor, de 24 cellules à l'avant, et derrière la cheminée. Mais à quoi ça sert? D'abord, que peuvent-ils réellement faire? Ils ont sûrement un ensemble de guerre électronique, correct. Mais regardez ceci. C'est là que tout se joue pour comprendre pourquoi ces navires sont obsolètes. Pour commencer, dans le combat naval moderne, il faut une vraie capacité d'attaque, pas seulement de défense aérienne, dont nous parlerons bientôt. Au moment de la rédaction, seul, le missile fourni par le programme anglo-français Future Cruise Anti-Ship Weapon Missile et frappe, il faut avoir un missile de frappe, et certain d'être embarqué sur la Type 26 dans ces cellules Mach 41. Ce projet, désormais appelé Future Offensive Surface Weapon par la Royal Navy bon sang, ne peuvent-ils pas l'appeler simplement un missile, devrait fournir un missile supersonique, éventuellement hypersonique, lourd, pour attaque terrestre et navale? C'est pas le cas. C'est évidemment un vœu pieux. Officiellement, l'entrée en service de ce futur système est prévue pour 2028, en ligne avec l'IOC du HMS Glasgow, mais certains doutent que MBDA, le constructeur, puisse livrer une arme aussi. Complexe dans ce délai. Ce supersonique, éventuellement hypersonique, est donc totalement fantaisiste. Et laissez-moi vous expliquer. Le Royaume-Uni, comme la France, et l'OTAN en général, ne possèdent pas d'armes hypersoniques. Oubliez même les missiles supersoniques anti-navires. Tous ces missiles sont subsoniques, comme le Naval Strike Missile de Kongsberg, et c'est vraiment pathétique. Et pourquoi? Parce que sans fonction de frappe efficace, vous ne partez plus en mer. Comme vous pouvez le voir, il y a, vous comprenez, concernant les armes hypersoniques, un chercheur de l'OTAN disait l'année dernière, les armes hypersoniques sont encore à plusieurs décennies de leur mise en service. Oui, mais ils prétendent que MBDA pourrait livrer ce système. Non, c'est pas possible. Les recherches nécessaires doivent être menées en collaboration entre nations occidentales, selon Ging, Huber, responsable des technologies appliquées aux véhicules à l'OTAN. Ce n'est pas un blogueur, c'est un acteur officiel qui supervise ces développements. Il estime qu'il faudra encore 20 ans, voire plus, pour obtenir cette technologie. Peuvent-ils au moins obtenir le supersonique? Non, ils n'ont que l'ancien missile Harpoon ou équivalent, subsonique, Mach 0,85 anti-navire. Toujours dangereux, mais c'est une arme obsolète dans le combat moderne. Passons maintenant à la défense aérienne de la Type 26. Le Sea Septor ressemble à une forêt de champignons. C'est bizarre, ce missile air-sol Mach 3 jusqu'à 100 km, en réalité moins, possède un radar actif et un système de guidage. Mais si vous pensez qu'il peut opérer contre des cibles supersoniques ou hypersoniques,
je vends un pont, ce système de défense aérienne très limité dit tout ce qu'il faut savoir. Et souvenez-vous de cela, il y a 2 ans, Israël annonçait un système de défense hypersonique pour contrer Russie et Iran. Iran utilisait des missiles balistiques standards et Israël prétendait défier la Russie. La Russie pourrait écraser Israël en 20 minutes, avec ou sans ses défenses. Voilà ce que nous savons des systèmes de défense aérienne combinés de l'OTAN. Ils ne sont pas conçus pour affronter les armes modernes. Ainsi, le design Type 26 anti-sous-marin, oui, il faut mener ces opérations constamment. S'il croit pouvoir trouver un sous-marin classe Yassen, rappelons que ceci montre encore l'ampleur des enjeux. Le premier cercle rouge montre à quoi ressemble un Yassen. De plus, il y a des ressources là-bas. Et vous vous souvenez que je vous ai montré ces ressources gigantesques, en fait, surtout dans l'Arctique, qui doivent être exploitées. Et nous avons les technologies pour la production et la liquéfaction de gaz qui sont beaucoup plus efficaces que celles de nos partenaires américains, a déclaré Poutine lors de la séance plénière du Forum économique de l'Extrême-Orient, qui se tient à Vladivostok. Et vous vous souvenez de la carte, n'est-ce pas? C'est ce dont je parle sans arrêt. Pourquoi cela est-il meilleur que la liquéfaction américaine? Eh bien, c'est simple. Premièrement, il faut des brise-glaces puissants, ce que les États-Unis n'ont pas. Deuxièmement, les Russes disposent de technologies avancées d'origine nationale adaptées à l'Arctique. Et voici le truc. Voici la technologie, la vraie haute technologie. Il faut liquéfier le gaz à moins 160 degrés Celsius. Les États-Unis liquéfient le gaz à des conditions climatiques d'environ 20 degrés Celsius, soit 72 degrés Fahrenheit et plus. Cela impose évidemment des limitations. Mais à moins 20 degrés Celsius, ou disons à peu près moins 15, la demande pour cette liquéfaction devient moins stricte. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est l'infrastructure. Les Russes n'ont aucun égal dans le monde pour la construire. Je vous ai montré le port de Sabetha, un complexe gigantesque. Les Russes peuvent le faire en Alaska avec des entreprises américaines et ainsi débloquer cette richesse énorme. Monsieur Trump souhaite soudainement, vous savez, bonne continuation, bonne chance et ainsi de suite. Les États-Unis ont toujours été invités et les Russes ont toujours été ouverts ce que les États-Unis changent d'approche et fassent des affaires. Mais que puis-je dire? Nous verrons où tout cela mène. Quelque chose me dit que ça va quelque part. Pourquoi? Je ne sais. Pas appeler ça une intuition. Et il faut garder en tête l'administration classique de Trump, composée de forces contradictoires, néoconservateurs, Israël d'abord, et des gens comme Marco Rubio ou M. Radcliffe qui ont matière de russophobie. La peur des Russes ne se contente pas d'avoir peur. Ils détestent les Russes. Ce sont des gens actifs. Mais que puis-je dire? C'est à M. Trump de décider. Et quelque chose se passe. Qui sait quoi? Et puis il y a cet autre sujet, le Sukhoi Superjet, non peint, en vol d'essai, entièrement russe. La production en série a commencé avec les moteurs PD-8, l'avionique russe, les APU russes, etc. Cela prendra quelques mois pour compléter les tests et la production. Aeroflot et d'autres compagnies russes sont prêtes à acheter. Et les 26 premières coques sont déjà sur la chaîne d'assemblage. Maintenant, il faut comprendre, beaucoup m'écrivent pour que je donne une leçon à ces pseudo-experts en militaire et géopolitique. Et ces gens-là, souvent venus de milieux bizarres, ne sont pas experts. 99% de ces soi-disant experts sur YouTube ou dans la presse sont des amateurs, utilisant des mots-clés pour gagner de l'argent ou satisfaire leur ambition. Je veux souligner une information professionnelle que j'ai publiée sur mon blog Business. Insider annonçait que le flanc nord de l'OTAN reçoit de nouveaux navires de guerre pour traquer les sous-marins russes. La Norvège a signé un contrat de 13,5 milliards avec le Royaume-Uni pour acquérir des frégates type 26 spécialisées en guerre anti-sous-marine dans l'Atlantique Nord. Un problème, cela ne peut plus être exécuté efficacement. Ce type de frégate, conçu dans les années 1998, est obsolète pour la guerre moderne. Qu'est-ce que la Type 26, par exemple, le HMS Glasgow
Première coque produite, 7 000 tonnes de déplacement, mât à observer. 8 navires prévus, mais une seule coque existante. Armement, radar, sonar, hélicoptère, UAV, Mach 40 et un strike length. 24 cellules. 6 Septor, 24 cellules à l'avant et derrière la cheminée. Une capacité d'attaque limitée, guerre électronique correcte. Supersonique ou hypersonique? Fantasy. Entrée en service prévue pour 2028, mais MBDA pourrait sûrement ne pas livrer. Les armes hypersoniques sont à plusieurs décennies. Supersoniques, non, seulement le missile Harpoon. Mach 0,85. Subsonique, anti-navire, obsolète. Défense aérienne, 6 Septor, forêt de champignons. Mach 3, 100 km. Radar, actif. Peu efficace contre supersonique ou hypersonique. Israël, il y a 2 ans, annonçait un système hypersonique contre la Russie et l'Iran. La Russie pourrait écraser Israël en 20, tout minute, avec ou sans défense. Ces systèmes OTAN ne sont pas adaptés aux armes. Modernes, design anti-sous-marin. Type 26, oui, opération constante, mais trouver un sous-marin. Classe Yassen reste illusoire. Premier cercle rouge montre un Yassen. Portée du 3M, 22 Zircon, 1000 km pour les Onyx, 2500 pour les versions récentes. Navire polyvalent mais obsolète, conçu en 1998. Défense aérienne moderne, nécessaire. Les radars actifs de la classe, Gorshkov, couverture 360 degrés, système poliment et réduite, S300, 50 exemplaires. Type 26, mât ordinaire, système obsolète. En cas de guerre, impossibilité de mener la guerre anti-sous-marine, cible prestigieuse pour missiles modernes. OTAN a perdu la course aux armements, y compris les États-Unis. Norvège, transfert d'argent pour soutenir l'industrie britannique mourante. Navire obsolète, très coûteux, 1,1 milliard, millions de livres sterling par coque. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne, soutenez-moi sur Patreon ou offrez-moi un café. Passez un excellent week-end.